êtes sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org où l'on parle de logiciels libres, de l'open data et des communs numériques. Bienvenue, je suis Walid Nou. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Projet Libre. On reprend une série qu'on a commencée il y a bien longtemps sur les modèles économiques du logiciel libre. Et aujourd'hui, on va regarder ça sous le prisme de la recherche. Vous allez voir, ça va être assez intéressant et certainement très complémentaire à ce qu'on a pu faire avant. Si vous voulez en savoir plus avant de commencer cet épisode, je vous invite à aller voir l'épisode 9 de la saison 2, dans lequel, avec Raphaël Sémété, mon compère qui est là aujourd'hui, et Gonéry Le Boudère, nous avions fait une introduction au modèle économique du logiciel libre. Ça pourrait être intéressant. Si par hasard il y a des termes qu'on aborde aujourd'hui et qu'on n'explicite pas très directement, vous pouvez vous référer à cet épisode. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'avoir avec moi Amel Charleux, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Amel a été cité dans un épisode qui était l'épisode 10 de la saison 3, où on parlait de la création de la fondation OpenRail et du logiciel OSRD, Open Source Railway Designer. C'est Loïc Hamelin qui présentait Amel. Et donc, je me suis permis de la contacter parce que ça m'intéressait d'avoir son point de vue en tant que chercheuse sur toutes les thématiques qu'on aborde, Raphaël et moi. Et donc, Amel, écoute, bienvenue sur le podcast Projet Libre. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Donc pour cet épisode, comme d'habitude, je suis avec mon compère Raphaël Sémété, qui se passionne lui aussi pour tout ce qui tourne autour des modèles économiques et de la gouvernance des logiciels libres. Raphaël, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va. Super content d'être là. Parfait, eh bien rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, Amel, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous donner un peu ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu en arrives à être chercheuse à l'Université de Montpellier ? Eh bien, bonjour à tous. Merci encore à tous les deux pour cette invitation. C'est vrai que c'est pas forcément un exercice auquel on est très habitué en tant que chercheur, le podcast, mais c'est un format intéressant où on peut effectivement présenter un certain nombre de choses. Moi, je suis, comme vous l'avez bien expliqué, je suis maître de conférence à l'Université de Montpellier. Je fais partie du laboratoire MRM, donc Montpellier Recherche en Management. Donc, mon parcours, rapidement, j'ai fait un master au sein de cette même université il y a un certain nombre d'années. Et puis, je suis partie travailler et j'ai fait notamment des stages, un certain nombre de stages. Et l'un d'eux, je l'ai réalisé dans ce qu'on appelait à l'époque une SS2I, donc une société de services en ingénierie informatique, qui était Calliope. Je pense que certains connaissent. Et donc, ils avaient quelques projets qui déployaient grâce à des outils, des logiciels open source. Et donc, c'est vrai que ça a été ma première rencontre, on va dire, avec l'open source, ce stage. Puis ensuite, il se trouve que j'ai rencontré mon mari lors de ce stage, qui lui est ingénieur informaticien, qui travaille énormément sur l'open source, donc Hugues Charleux. Et donc voilà, chemin faisant, c'est des sujets sur lesquels on parlait beaucoup. Et donc ce travail sur l'open source en tout cas ce stage a fait naître des questionnements. Voilà, il a fait naître des questionnements parce que ce qu'on nous apprenait à l'école, c'était pas tout à fait ce que je voyais dans ce stage-là. C'est vrai que le code ouvert, un produit ouvert, une communauté, de la collaboration, je comprenais pas. Voilà, je comprenais pas. J'avais pas en tout cas les lentilles ou les lunettes adaptées pour ça. Et donc voilà, moi je suis partie travailler quelques années et puis en fait c'est resté un petit peu en fond, un peu, ça tournait en fond dans ma tête, ces interrogations. Et à un moment donné, je me suis dit faut que je creuse davantage et donc je suis repartie toquer à la porte de l'université en proposant en fait ce sujet. On va dire que j'ai toujours aimé l'école, apprendre, et j'avais envie de creuser vraiment cette thématique-là. Donc voilà, j'ai ma directrice de thèse qui a accepté de m'encadrer à l'époque, c'est Anne Mion, et on a travaillé voilà sur ce sujet de l'open source qui était en tout cas au niveau du laboratoire Montpellier Recherche en Management assez nouveau. Donc voilà, puis j'ai soutenu, j'ai terminé ma thèse, j'ai fait mon doctorat et puis j'ai passé les concours et j'ai été recrutée ici dans la même université. Voilà un peu pour le parcours. Mais je pense que c'est un sujet qui globalement est pas forcément beaucoup traité en fait. Assez peu, tu as raison Walid, oui, assez peu. Alors il y a des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques, mais on est un peu des originalités dans les laboratoires, voilà. On va dire que ça relève plus de ce qu'on appelle chez nous du terrain de recherche. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser par exemple à l'innovation
Et puis on va se dire, bon bah tiens, allons voir comment ils innovent, dans les communautés open source. Mais la thématique de recherche, c'est plutôt plus largement l'innovation. Ou alors, on va travailler sur la comptabilité et puis on va aller regarder comment ça se fait dans tel ou tel, terrain. Et donc finalement, l'open source, ça relève plus d'un terrain de recherche où on va de temps en temps aller voir comment se passent, certaines choses, plus que de réellement un concept ou un thème de recherche. Alors que moi, j'ai souhaité, et ça a été des discussions assez longues, au sein du groupe de recherche auquel j'appartenais. Est-ce que l'open source relevait plutôt de mon terrain de recherche ou est-ce que c'était le concept sur lequel vraiment je travaillais? Et donc, moi, j'ai vraiment souhaité travailler sur le concept. Ça ne s'arrêtait pas juste à un terrain de recherche, mais c'était vraiment l'objet. Voilà, on appelle ça l'objet de mes recherches. Et justement, si on parle de l'objet de tes recherches, donc tes recherches portent sur l'open source. On se posait la question avec Raphaël de la manière dont tu travaillais. Enfin, quels sont les matériaux que tu utilises dans le cadre de tes recherches? Alors pour, la recherche, en gestion en tout cas, on a plusieurs façons de procéder, on a plusieurs, méthodes. On peut faire, ce qu'on appelle du, quantitatif, donc on va aller chercher des bases de données ou alors on va collecter via des questionnaires, des réponses qu'on va traiter ensuite de façon très quantitative. Mais on a aussi ce qui se fait énormément et notamment en France, les Américains, les Anglo-Saxons font plutôt du quantitatif. Nous en France, on aime bien ce qu'on appelle les recherches qualitatives. Et donc les recherches qui sont plus contextualisées, qui sont basées sur davantage de compréhension, de l'environnement et donc on va travailler davantage sur effectivement des entretiens. On va donc, multiplier, les entretiens, les échanges avec, les personnes du terrain, donc les professionnels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, les données primaires, qu'on va aller collecter directement auprès des personnes qui nous intéressent. Et puis ensuite, on a tout ce qu'on appelle, les données secondaires, qu'on va venir croiser avec ces données primaires. Et donc ces données secondaires, ça va être tout ce qu'on trouve sur internet, les sites, les rapports financiers, les comptes rendus, tous les documents, auxquels on peut avoir accès dans les entreprises, si on le demande et qu'elles acceptent de nous les communiquer et cetera. Donc on va croiser, moi en tout cas pas personnellement. Alors je fais du mix, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire aussi du quantitatif, mais je vais avoir, voilà davantage, tendance à aller sur du qualitatif et du contextuel et donc à collecter plutôt des entretiens, des données primaires que je vais croiser aussi avec des données secondaires pour ensuite, voilà, avoir une compréhension des phénomènes, on va dire. Et donc cette compréhension, elle est très contextualisée. On fait toujours très, très attention à bien expliquer dans nos papiers. Je ne sais pas si vous en avez lu, 1 ou 2, mais on essaye toujours de bien expliquer que c'est très contextualisé, qu'on ne peut pas généraliser nos résultats parce qu'on n'est pas sur une recherche de vérité absolue, mais sur de la compréhension très contextuelle. J'ai une question concernant le périmètre de ta recherche initiale déjà, et puis même actuelle, lors de ta thèse, parce que l'open source, c'est assez global. Donc là, tu es rattaché à une unité qui s'occupe du management. Du coup, le périmètre de tes recherches, il est général comme ça, ou il va être avec un angle spécifique qui serait lié à ça, au management? Alors dans le laboratoire, on est organisé par, thématique, on va dire. Il y a le groupe comptabilité, il y a le groupe, RH, ressources humaines, il y a le groupe, système d'info, il y a le groupe contrôle de gestion et puis il y a le groupe stratégie. Enfin, il y a plusieurs, groupes, entrepreneuriat et donc on fait partie de certains groupes en fonction de nos appétences. Moi, par exemple, je fais partie du groupe organisation où on va aller étudier comment s'organisent les structures. Donc c'est assez large et sous ce chapeau-là, personnellement, moi, ce que je vais regarder et ce que j'ai pu regarder, par le passé, ça va être, par exemple, les modèles d'affaires, la gouvernance des projets open source. Donc ça, c'est des questions qui sont liées à des thématiques, plutôt de pérennité, par exemple. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup intéressée et je pense que ça aussi on va en parler peut-être un peu plus tard, c'est les relations interorganisationnelles. Ça, c'est une thématique aussi que je vais creuser justement, sous l'angle justement de l'open source pour essayer de comprendre comment l'open source transforme, change les relations interorganisationnelles ou interpersonnelles aussi. Donc, ça, c'est un peu les thématiques sur lesquelles j'ai une appétence et sur lesquelles je travaille. Mais je pourrais très bien peut-être, je sais pas moi, au fur et à mesure de mon cheminement, m'orienter vers, l'étude de la comptabilité, dans les projets ou d'autres thématiques, c'est pas fermé. On peut vraiment avoir des carrières où on évolue, on change de thématique en fonction aussi des rencontres, de ce qui se présente, donc c'est vrai que c'est une liberté assez intéressante, dans la recherche. Merci.
Je pense qu'on va reparler cet aspect-là, un peu interaction, notamment relation. C'est pas un angle qui est souvent mis en avant par l'open source, donc je suis très content de t'avoir ici. Vous pouvez pas voir le sourire de Raphaël. Là, tu étudies l'open source, mais avec un focus plutôt francophone? Ou est-ce que tes recherches portent aussi sur des communautés, des outils, des manières de faire qui seraient plutôt anglophones ou d'autres pays en dehors de la francophonie? On va dire qu'au départ, pour comprendre un petit peu, expliciter ce qu'est, l'open source, le phénomène, d'où ça vient et cetera, on peut pas rester uniquement sur la France ou la francophonie. Donc on est obligé d'ouvrir et de regarder ce qui émerge outre-Atlantique, quelles sont les tendances et cetera. Donc j'ai fait tout un travail, notamment, le travail que j'ai fait sur les modèles d'affaires. Eh bien, c'est un travail que j'ai fait, de façon très transverse. Il n'y avait pas de frontières, on va dire. Puis, à d'autres moments, effectivement, il peut arriver qu'on se concentre sur un cas particulier et là, on va aller regarder soit, en particulier ce qui se passe en France ou alors en particulier ce qui se passe dans une communauté ou un projet. Et donc là, bon, on a travaillé sur un projet belge, par exemple, qu'on a étudié de façon plus approfondie. C'était un intérêt, du chercheur, mais c'était aussi une opportunité dans la mesure où on avait accès à ce terrain-là. Donc on a pu aller, faire plein d'entretiens, mener plein d'entretiens et avoir accès à pas mal de documentation et de données. Donc, voilà, on a travaillé sur ce cas. Mais il n'y a pas, on va dire de volonté, ferme de rester sur, voilà, sur la France ou sur les projets français ou francophones. Où est-ce que tu publies tes recherches? Alors sur les publications, on va avoir plusieurs, axes. C'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on est plutôt, encouragés à publier dans des, revues scientifiques. Donc je publie dans des revues, scientifiques, alors, francophones notamment, quand, on écrit en français. Donc, vous allez avoir, SIM, la revue SIM, la revue Innovation, SCS, Terminal. Donc ça, c'est, quelques revues francophones qui s'intéressent en tout cas à l'open source, parce que c'est pas forcément évident de publier sur ce thème dans, n'importe quelle revue. Donc en fait, on cible aussi les revues scientifiques dans lesquelles on va publier. On va aller rentrer en discussion avec des communautés qui s'intéressent à ces sujets-là et donc qui se représentent dans ces revues-là. Au niveau européen, voilà, je vais peut-être publier dans European Management Journal où on a eu une publication, récemment. En fonction de la langue qu'on va choisir, du cas qu'on va choisir, on va cibler des revues scientifiques, plus ou moins, internationales et donc ça, c'est l'axe prioritaire. C'est là-dessus qu'on est évalué en tant que chercheur, c'est sur, cette publication scientifique dans les revues. Alors de plus en plus, on s'intéresse aussi à la façon dont on va vulgariser nos recherches, les diffuser. Donc ça, c'est une tendance, de fond assez importante dans les universités et dans les laboratoires où on essaye de décloisonner justement, de faire un peu d'open source parce que finalement ce qu'on publie dans les revues, eh bien, en tout cas, c'est rarement consulté ou rarement lu par les professionnels eux-mêmes et donc ça percole peu, on va dire, dans le terrain et ce qu'on veut, c'est créer avoir davantage d'impact, en fait, en tant que chercheur et que nos recherches aient une utilité réelle, au-delà même de la construction simplement de la connaissance. Parce qu'on construit de la connaissance, c'est très intéressant. Intellectuellement, c'est très stimulant. Mais voilà, on est encouragé et je pense que c'est une motivation que la plupart des chercheurs partagent à, aller un cran plus loin et à diffuser davantage et donc c'est vrai que les formats de podcast ou alors de tables rondes auxquelles je vais pouvoir participer, de sessions thématiques que je vais pouvoir organiser, ce sont des choses qui sont encouragées et que voilà, que je fais de plus en plus. C'est vrai que dans d'autres domaines, qui sont pas l'informatique, il y a des relations, assez fortes entre, les chercheurs et l'industrie. Je me posais la question parce que dans le domaine, de l'open source, en tout cas francophone, je suis pas sûr que ça soit, encore très, très, développé. Pourtant effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant aussi, au niveau du podcast. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour avoir un point de vue, différent. Nous, on le vit plutôt en tant que professionnels, donc c'est quelque chose qu'on vit, au quotidien d'une manière ou d'une autre ou qu'on a vécu. Mais toi, tu as un angle où tu peux prendre du recul et regarder et avoir un angle qui est certainement très différent du nôtre. Justement, j'allais te poser la question de la manière dont tu pouvais aussi, vulgariser ou, là, les tables rondes comme, je mettrai des liens dans la transcription, mais, la table ronde, que tu as pu faire à des salons comme, Open Source Experience.
voilà, qui sont aussi un bon moyen d'apparaître avec les industriels aussi. Je sais pas, c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que on te contacte pour faire ça? Comment ça se passe? Alors Open Source Experience, c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois et puis ça a été aussi pour moi une base très importante de collecte de données. C'est-à-dire que au tout début de ma thèse, quand il a fallu aller collecter des données, faire des entretiens, c'est là que je suis allée chercher mes interlocuteurs. Et c'est vrai que l'avantage avec Open Source Experience et puis finalement l'écosystème open source, c'est que les gens sont plutôt contents de parler de leur travail, de ce qu'ils font et de comment ils le font. Donc la collecte des données a été assez facile, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les industries. Donc ça, c'était plutôt quelque chose de positif. Et Open Source Experience a été un peu voilà une ressource pour moi au départ. Et puis ensuite, je pense que j'ai rencontré, j'ai discuté, j'ai échangé, j'ai interviewé, puis finalement des relations se créent, des liens se tissent. Et je suis revenue régulièrement à l'Open Source Experience pour. Je pense que c'est un rendez-vous quand même assez classique pour l'écosystème francophone, côté business en tout cas. Pour revenir sur ton interrogation et ton questionnement sur le lien entre la recherche et le monde industriel, professionnel, alors, c'est vrai qu'initialement, en gestion, je vais pas forcément parler pour les autres disciplines, je vais pas parler de la médecine ou de la biologie ou de l'informatique, mais vraiment pour la gestion. Initialement, pour être enseignant en gestion ou chercheur en gestion, il fallait avoir une certaine expérience et il fallait même, c'était plutôt valorisé d'être en contact avec le terrain, d'avoir des missions. J'écoutais un podcast justement de Jacques Egelens qui est, un chercheur, voilà très, très important en gestion qui expliquait qu'au départ, lui, il faisait beaucoup de conseils, et qu'il avait 3 missions, c'était la recherche, l'enseignement et cette activité professionnelle, très terrain. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de glissement et aujourd'hui, un enseignant-chercheur, il va faire de la recherche, de l'enseignement et puis beaucoup ce qu'on appelle d'administratif. Le volet, contact avec le terrain, travail avec le terrain, en tout cas, en tant que professionnel, a cédé la place à davantage de missions institutionnelles. Moi, par exemple, je dirige un diplôme, je m'occupe des relations internationales au sein de ma composante. Donc, des missions que j'appelle institutionnelles, pas tellement administratives, mais qui du coup laissent peu de place finalement pour être vraiment en prise avec le terrain. Donc, ce glissement, finalement, il nous a un peu coupés des praticiens en tant que chercheurs en gestion. Et donc, les seuls moments où on est en contact avec les praticiens, c'est quand on va les observer, les regarder, s'entretenir avec eux. Mais on n'est pas dans l'action avec eux. On est très peu dans l'action avec eux. Mais ça, c'est très français et francophone, par contre, tu vois. Les anglo-saxons, eux, voilà, le côté business, eux, en tant que chercheurs, c'est très débridé, c'est très accepté. Tous les chercheurs font du conseil à côté. Il n'y a pas de problématique éthique, on va dire, par rapport à ça. Alors, je me positionnerai pas sur cette question, mais c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux d'indépendance qui peuvent être importants quand on va faire du conseil et se faire payer pour faire des choses, tout en travaillant à l'université. C'est vrai qu'il y a des questions de liberté académique, surtout sur des problématiques ou des sujets un peu plus sensibles en pharmacie, des choses comme ça. Bon, en open source, en gestion, c'est peut-être moins grave. Et donc finalement, ce lien entre les chercheurs et les professionnels, finalement, il s'est un peu pas rompu, mais en tout cas, il est maintenu que par le côté recherche et pas le côté pratique. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir aller à l'Open Source Experience, même en dehors du côté entretien propre à une thématique de recherche, le fait d'y aller régulièrement, ça me permet de prendre la température un peu des sujets qui sont intéressants pour la communauté, pour l'écosystème. Quels sont les problèmes des praticiens? À quoi ils sont confrontés? Et cetera. Donc, finalement, cette présence, moi, me nourrit énormément. Au-delà même de la publication d'un article, c'est vraiment d'être, au fait de ce que vivent les praticiens. Et justement, pour terminer sur cette partie, donc tu donnes des cours, Oui. donc qui sont liés à tes recherches, donc tu as des promotions d'étudiants que tu, supervises, et qui travaillent sur ces sujets-là avec toi, c'est ça? Alors, j'ai pas des étudiants qui travaillent directement, exclusivement sur l'open source, parce que j'ai pas un diplôme, en gestion des communautés open source ou des projets open source, ce qui serait d'ailleurs peut-être assez intéressant à monter. Non, j'ai plus des étudiants qui sont là et qui font de la gestion. Donc ils vont faire de la RH, du marketing, de la compta, de la stratégie, de la théorie des organisations, des choses comme ça.
Donc j'interviens sur la théorie des organisations, par exemple, qui est quelque chose de très théorique, classique, mais je vais aussi essayer d'amener des éléments liés à mes recherches. Toujours. Déjà, toujours, je me présente et je leur présente un peu mes recherches. Et puis, je vais essayer d'avoir des sessions, des zooms, on va dire, sur comment fonctionne l'open source. On va présenter les choses classiques et puis je vais essayer d'amener un modèle alternatif. Si on va parler de la propriété intellectuelle, je vais venir parler du copyleft, alors que c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé par ailleurs dans les cours classiques. Donc, je vais toujours essayer d'amener des études de cas aussi, plutôt que de faire une étude de cas sur, je sais pas moi, Sony, Samsung, Ikea ou Renault. Ah ben, je vais leur faire une étude de cas sur une entreprise de l'open source, un projet. Je sais pas moi, on va prendre Red Hat, on va faire une étude de cas sur Red Hat, sur son modèle économique ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'amène l'open source et mes thématiques de recherche par petites touches, on va dire, voilà, tout au long du parcours des étudiants. Et après, je peux intervenir aussi, de temps en temps, on peut faire appel à moi pour un cours en particulier, un séminaire en particulier où je vais pendant 3 heures ou 4 heures ou 5 heures parler exclusivement de l'open source. Ouais, j'ai une question concernant la communauté, mais cette fois-ci des chercheurs en fait. Comment ça se passe, les relations notamment en Europe, mais aussi peut-être avec des collègues outre-Atlantique? Est-ce qu'il y a de la compétition, de la coopétition? Comment ça fonctionne ça? J'aime beaucoup Ça y est, il a cette placé compétition, ça y est. ça y est. Bien joué. Alors oui, clairement, il y a de la coopétition. Mais en fait, la coopétition, c'est vrai que en tant que concept de recherche, c'est quelque chose d'assez récent. Attends, rappelons peut-être ce que c'est que la coopétition pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas écouté les épisodes précédents. Oui, donc la coopétition, c'est un concept qui traduit le fait d'être en coopération avec un concurrent. Donc d'aller coopérer avec quelqu'un que je suis plutôt censée éliminer. Théoriquement, dans la théorie classique des organisations et notamment la perspective très concurrentielle de Porter, je suis censée éliminer mon concurrent pour avoir un avantage concurrentiel et asseoir ma position et dominer le marché. La coopétition vient nuancer ça et donc permet d'avoir une vision un peu alternative des relations et de dire que finalement, c'est pas tout blanc ou noir. On n'est pas juste amis ou ennemis, mais qu'en fonction des circonstances, des besoins, des situations, eh bien, on peut avoir besoin de collaborer avec un concurrent à un moment donné. Donc la coopétition va s'intéresser à la façon dont on fait ça, comment bien faire ça, quelles règles respecter justement pour qu'il n'y ait pas de l'opportunisme, pour que ça se retourne pas contre celui qui fait de la coopétition. Donc coopétition, effectivement, un thème de recherche sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'ai trouvé très intéressant à travailler dans les communautés open source justement. Mais j'y reviendrai peut-être après. Je réponds à ta question, Raphaël, sur les communautés de chercheurs plutôt. On peut être soit chercheur solitaire et travailler énormément seul. Personne va venir nous dire non, non, il faut absolument que tu collabores ou que tu travailles en équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup de liberté, on est un peu des entrepreneurs et on mène notre barque un peu comme on le souhaite. On fait la carrière, on construit la carrière qu'on souhaite avoir. Alors moi, j'ai tendance à préférer travailler avec des collègues et on est nombreux à faire ça. Donc on va développer des collaborations et ces collaborations, elles émergent souvent lors de colloques. Donc c'est un peu notre open source experience à nous. Alors on en a plusieurs, hein, par thématique justement. Il y a des colloques spécialisés en comptabilité, d'autres sur les RH, d'autres en SI. Il y en a qui sont un peu plus transverses, des colloques en gestion, plus généraux. Et donc là, on va aller souvent présenter nos travaux, ce sur quoi on est en train de travailler, donc ce qu'on appelle des communications, on va communiquer. Et puis on a des salles où on a des collègues et c'est comme ça que se créent des connexions. Et on se dit: «Ah mais attends, moi je suis en train de travailler sur ça aussi, regarde, on peut peut-être avancer ensemble» et puis c'est comme ça qu'on collabore, voilà, qu'on collabore et que se crée la communauté scientifique. C'est vraiment autour de ces colloques et de ces communications. On n'a pas vraiment on va dire, d'espace particulier en ligne où on va aller proposer des sujets ou alors un GitHub des chercheurs, par exemple. On n'a pas vraiment ça, où on va lancer une idée ou commencer un article et puis quelqu'un viendrait se greffer, compléter, incrémenter, etc. On n'a pas vraiment ça, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de compétition dans le sens où
On travaille quand même par petits groupes ou par silos et alors ça reste toujours un peu bienveillant, hein, mais un peu de concurrence sur, certains sujets. Quand il y a trop de monde sur certains sujets, bon, bah, on essaye d'être celui qu'on voit le plus ou qu'on va le plus citer ou, on va essayer d'amener, de se différencier, on va dire, d'avoir une petite différenciation malgré tout. Donc il y a un peu des mécaniques, qu'on retrouve en entreprise aussi, de différenciation, dans cet écosystème-là. Dans notre écosystème, on a un salon, très important qui s'appelle le FOSDEM, dans lequel il y a des discussions, donc c'est plutôt un salon à la base de développeurs, mais dans lequel il y a des discussions qui ne sont pas des discussions de développeurs. Je pense en particulier tout ce qui concerne le légal, les politiques européennes et cetera, et donc dans lequel il y a des discussions hyper intéressantes et qui sont aussi un endroit où se retrouvent des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Je me posais la question de savoir si c'est des endroits où vous pouvez aller, vous retrouver. Enfin, je sais pas, est-ce que tu es déjà, par exemple, allé, dans ce salon, voilà, qui est à Bruxelles, qui est en général, toujours le premier week-end de février? Alors le FOSDEM, ça fait, des années que je me dis: «Bon allez, cette année je le fais. Allez, cette année je le fais». On a aussi, des contraintes de temps pour être tout à fait, voilà, très pratico-pratique, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que c'est un salon plutôt de développeurs, donc mais c'est des choses qui m'intéressent aussi et je pense que je pourrais, vraiment, me nourrir de beaucoup de choses, dans ce salon. Ça serait très intéressant par rapport à mes recherches. Mais à un moment donné, il faut aussi que je fasse, on va dire, des choix, très pratiques, par rapport au temps. C'est-à-dire que si je vais faire, 2 colloques, de recherche plus, 1 ou 2 tables rondes, ça va déjà, me prendre beaucoup de temps et puis aussi, il y a des questions de financement puisque tous ces déplacements, tous ces salons, ces colloques, voilà, il faut que ce soit financé et on n'a pas forcément, voilà, les budgets, illimités dans nos laboratoires, publics. Donc, voilà, il faut qu'on fasse des choix mais je le ferai. Non, non, c'est quelque chose, auquel je pense en tout cas depuis, quelque temps mais un jour je le ferai. Heureusement pour nous, moi j'y vais quasiment tous les ans, depuis bien longtemps. Heureusement pour nous, les conférences sont enregistrées et retransmises et c'est, je dois avouer, ma matière principale pour travailler sur le podcast. C'est les conférences du FOSDEM. C'est vrai que ça, c'est intéressant, mais on est plus dans on prend Ouais, et c'est vrai qu'on ne crée pas forcément les connexions. non, il faut être La là-bas physiquement. conversation, voilà, il faut être là-bas physiquement pour créer la conversation, créer l'échange et pouvoir aller creuser sur, certains. Et Dieu sait qu'au FOSDEM, ça existe là-bas. Les connexions? Oui, oui, il y a beaucoup de monde, c'est très dynamique. On y rencontre plein de gens, c'est hyper intéressant. Bah, Loïc y va souvent, je sais que Loïc, Ouais, le Loïc Hamelin de SRD et de d'OpenRail. Et moi, j'ai rencontré en physique des gens que j'avais interviewés ou j'ai pris contact avec des gens que je voulais interviewer au FOSDEM. Le meilleur exemple, il y a des salles de conférences, par exemple la salle de conférence Social Web. Donc c'est là-bas que je vais trouver des idées. Par exemple, j'ai rencontré, les gens de Mobilisons, qui est un outil, donc que j'ai interviewé. Je leur ai parlé là-bas, je me suis présenté et tout. Donc c'est une occasion, assez unique, pour rencontrer des gens et leur parler. Si on n'est pas timide, on peut prendre, quelqu'un et lui demander 5 minutes, enfin c'est vraiment génial. Enfin voilà, j'en parle à chaque épisode, je pense, du FOSDEM, mais qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai découvert ton travail à travers, justement, la collaboration que tu as fait autour de la création de la fondation OpenRide. Donc fondation métier, qui a pour but de, partager du logiciel créé par, les gestionnaires d'infrastructures des pays européens et maintenant ça sort même des pays européens puisqu'il y a aussi, l'ONCF, donc le Maroc qui s'est joint de mémoire à ça. Donc une des questions que je me posais là-dessus, c'était ton rapport à l'industrie. Est-ce que, cette collaboration avec la SNCF, c'était quelque chose, de ponctuel? Voilà, comment ça s'est passé? Et puis, la question suivante, bien entendu, c'est, qu'est-ce que toi, en tant que chercheuse, tu as retiré de cette collaboration? Enfin, comment tu as participé? Qu'est-ce que tu en as retiré de cette collaboration? oui, donc c'est une collaboration, qu'on a commencé, alors c'était, à la toute fin de ma thèse. Loïc enfin en tout cas une stagiaire que Loïc avait, recrutée pour travailler sur cette question-là, était tombée sur un de mes articles sur les modèles d'affaires et donc elle lui a fait lire et ils se sont dit: «Ah mais c'est tout à fait ce sur quoi on est en train de travailler» et donc ils m'ont contactée et puis on a commencé par une réunion, puis 2, puis, voilà, ça s'est monté un petit peu comme ça. Ils m'ont présenté le projet qu'ils avaient
et puis, voilà, l'aide dont ils avaient besoin, on va dire, pour pouvoir, avancer. Et donc c'est parti quand même de cet article de recherche. Je disais tout à l'heure que finalement les praticiens ont du mal à accéder à ces articles parce que c'est toujours un peu long, il y a un cadre théorique, il y a la méthodologie, des fois avant d'arriver au résultat, voilà, faut s'accrocher. C'est pour ça qu'on essaye de faire des versions un peu plus light, dans des médias un peu différents que des revues scientifiques, mais parfois c'est lu et ça c'est un exemple, un exemple justement de quelqu'un du terrain, d'un praticien qui voilà, s'est plongé dans un article scientifique et qui a trouvé il y avait de l'intérêt. Et donc ensuite, je les ai accompagnés dans la réflexion, dans la structuration un petit peu de la réflexion, à faire émerger, on va dire, les questions qu'il faut se poser, et puis peut-être aussi faire un peu attention aux angles morts. Ça a vraiment été ça le travail. Voilà, essayer de montrer quelles étaient les possibilités quand il y avait plusieurs choix à faire ou quand il y avait à un moment donné, une impasse, et bien quelles étaient les solutions possibles, et eux, ils faisaient leurs choix, eux, ils avançaient dans la direction qu'ils souhaitaient, qui leur paraissait être la plus pertinente pour eux. Loïc, est quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Il est, très curieux, voilà, il arrive à vraiment, essayer d'être, très empathique par rapport aux différents modèles, aux différentes, situations, puis de se projeter un petit peu. Il arrive vraiment à avoir cette vision à long terme, et donc il a réussi à je pense, bien mener, ce projet, qu'il a initié, de cette fondation. Et puis bon, il y avait toute une équipe autour, et donc ça a été vraiment de travailler avec eux, beaucoup de réunions, et puis, proposer, montrer les différentes options à chaque fois possibles, et eux, ils choisissaient un petit peu les directions qu'ils souhaitaient prendre. Donc c'est vrai que cette collaboration a été, très riche. Elle est arrivée à la fin de ma thèse, donc c'est vrai que j'avais déjà beaucoup travaillé sur d'autres terrains, sur d'autres matériaux. Ça a été un cas en particulier, alors que je n'ai pas encore exploité, on va dire, en termes de recherche, c'est-à-dire que je n'ai pas encore publié sur ce cas-là. Mais c'est vrai que je leur ai tous dit, ils sont tous au courant que, dès que j'aurai, quelques instants, je pense que un à un, je les recontacterai pour faire des entretiens, et puis c'est peut-être pas plus mal de prendre un peu le temps, du recul, que ça décante aussi de leur côté, que ça ait eu le temps de poser, et qu'on puisse, faire une série d'entretiens pour ensuite, envisager peut-être une publication scientifique sur ce cas en particulier. Les cas comme ça, très industriels, ça permet d'être vraiment au cœur de la mécanique et pas juste de l'observer de l'extérieur en tant que chercheur, et donc de rater peut-être certaines choses, les négociations par exemple, sur, telle ou telle option, voir les différentes positions, les différentes perspectives en fonction des rôles de chacun. Donc tout ça, c'est très, très intéressant quand on est vraiment au cœur des choses. Et puis évidemment, à terme, en tant que chercheur, l'objectif, c'est de faire avancer la connaissance finalement, et que ça puisse servir à d'autres. Si d'autres demain souhaitent lancer une fondation, eh bien, si je publie là-dessus, eh bien, il y aura sans doute, je l'espère, voilà, une utilité en tout. Moi, je trouve ça super, cette manière de finalement collaborer avec les praticiens, comme tu disais, avec l'industrie. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que les chercheurs, vous êtes au cœur de l'action, de la pratique. Comme tu disais, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas forcément visibles autrement. Et pour les praticiens eux-mêmes, c'est bénéficier de ce recul et de cette vision un peu globale. Tu parlais d'angle mort, etc. Des fois, quand on est pris dans le feu de l'action, justement, on a du mal à avoir cette posture-là. Ça apporte beaucoup de valeur à tout le monde de faire ce genre de choses. J'avais une espèce de position neutre, c'est-à-dire que moi, j'avais pas un intérêt que ça aille dans un sens ou dans un autre, qu'il y ait une décision qui soit prise ou une autre. Donc c'est vrai que cette position un peu neutre peut aider quand on est, sur des montages de projets, et quand des fois on se pose des questions et on sait pas vers quoi aller, d'avoir, une vision un peu neutre, ça peut effectivement, et je pense qu'on le sait pas assez, mais les chercheurs sont quand même très ouverts à ce type de choses. Ils sont plutôt demandeurs et on n'y pense pas. J'écoutais, tout à l'heure, non, c'était pas tout à l'heure, c'était, la semaine dernière, un podcast que vous avez fait avec Sébastien Dino, Ouais, voilà, tout à fait. sur la gouvernance, et donc à un moment donné, il est question de, qui peut aider
à la réflexion autour de la gouvernance. Et donc, il a cité effectivement plein d'interlocuteurs possibles. Mais c'est vrai que les chercheurs ne sont pas apparus, par exemple, dans ce paysage, des personnes qui peuvent aider à réfléchir sur la gouvernance ou sur un modèle économique ou sur des questions d'organisation, de structuration. C'est vrai qu'on n'y pense pas en tant que praticien, mais c'est aussi un peu de notre faute, hein. Donc il faut qu'on arrive à aller davantage les uns vers les autres Bah, le fait que tu sois dans le podcast, là, ça va vraiment dans ce sens-là, hein. C'est super. C'est un sujet qui personnellement m'intéresse pas mal parce que j'écoute d'autres podcasts sur dans d'autres univers dans lesquels il y a beaucoup de chercheurs qui interviennent. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils arrivent avec une méthodologie, une manière différente de voir les choses, un langage différent aussi. Et en fait, quand tu écoutes ça, bah, ça permet de prendre du recul. Et donc, c'est pour ça que c'était aussi un des grands objectifs qu'on avait avec Raphaël pour les années futures, c'était avoir plus de chercheurs et chercheuses qui viennent parler sur le podcast, parce que justement, ça nous permet d'élargir un peu nos horizons déjà à nous, prendre du recul là-dessus. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et normalement aussi sur ces sujets de fondation, de monter une fondation, etc. On devrait avoir d'autres choses assez intéressantes qui viennent sur le podcast dans les mois à venir. C'est en cours de discussion, mais voilà, ça prend du temps, mais on devrait avoir des sujets vraiment cool aussi qui arrivent, un peu dans la même veine que OpenRAI, donc voilà. Avant de passer plutôt sur ton point de vue et ton regard sur l'open source, la dernière chose qu'on se posait et qui est très d'actualité, donc ça rejoint un peu la partie OpenRAI, où le but c'est de se dire, on développe tous des logiciels, et puis au niveau européen, on peut partager et apprendre, etc. C'est la notion qui est très à la mode maintenant de souveraineté. Et donc, quand on parle de souveraineté, souvent on parle d'open source. Si tu veux dire quelques mots là-dessus, comment est-ce que tu vois, toi, en tant que chercheuse, les choses? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Est-ce que ça te semble intéressant comme piste? Alors c'est quelque chose que je suis et que je vis. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur la question de la souveraineté, je pense que c'est un hot topic, on va dire. Là, actuellement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump je vois pas qui pourrait dire que ce n'est pas un sujet important aujourd'hui. La souveraineté, en tout cas, non pas comme quelque chose qui nous enfermerait et qui nous couperait des autres, hein, c'est pas dans ce sens-là. Ça n'empêche pas de travailler avec des éditeurs américains, avec des fournisseurs chinois, asiatiques ou je ne sais quoi, hein. Il y a pas de L'idée n'est pas de se refermer et de se replier sur soi, mais de plutôt garantir une certaine indépendance finalement et une certaine capacité de sécurisation de ces systèmes d'information. C'est vraiment ça. Et donc cette question-là, je pense que elle ne peut être traitée qu'à travers l'open source. J'ai retourné un peu la question dans tous les sens et je pense que vraiment la seule issue possible, c'est l'issue de l'open source. Et il faut qu'on se saisisse en tout cas de cette question-là, mais à un niveau non pas individuel. Alors c'est important effectivement qu'à notre niveau, chacun en tant qu'utilisateur, on ait conscience de ça et qu'on fasse attention à ça et qu'on favorise peut-être des solutions plus européennes. Je vais pas dire nationales parce que c'est pas non plus l'objectif, mais déjà européennes. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à un niveau plus méta et au niveau plutôt des institutions qui nous gouvernent. Et quand je dis que je vis cette situation, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc moi, je suis dans un département de gestion et donc on est plusieurs enseignants-chercheurs et puis on a essayé de moderniser, on va dire, nos processus de travail et donc d'éviter les envois de mails, des fichiers actualisés des étudiants, des choses comme ça, les trombinoscopes, les plannings. Et donc on s'est dit on va utiliser une solution et donc Teams est arrivé sur la table parce qu'on avait Teams dans notre NT. Donc dans notre espace de travail, on a toute la suite Office et puis on a Teams qui est mis à disposition. Alors moi, je pousse non pas vers Teams, mais vers davantage de modernisation de nos processus de travail pour faciliter la vie un petit peu de chacun. Et puis, bon, j'ai quand même heu, on va dire, cette préoccupation autour des enjeux justement de la protection des données de nos étudiants, de nos données à nous, de l'usage en fait finalement de Teams et de Microsoft dans une institution publique, dans une université publique. Et puis finalement, en discutant vraiment par hasard dans un couloir avec un collègue,
Il me dit: «Mais nous, au CNRS, on n'a pas le droit d'utiliser Teams et en fait, on utilise Resana». Je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, Resana?» «C'est un peu le Teams pour les agents, du service public». Je lui dis: «Comment? Pardon?» Mais je n'en ai jamais entendu parler. Et donc, il y a des choses qui sont faites. Il existe plein de solutions. Et donc, j'ai vu qu'on pouvait avoir cet espace de collaboration, gérer des projets, qu'il y a des tableurs, des traitements de texte. Enfin, vraiment, c'est riche, c'est super Resana. Mais je l'ai découvert dans un couloir en discutant au hasard avec un collègue. Et donc, c'est là que je dis qu'il y a peut-être un enjeu plus méta où, au niveau des institutions, il faudrait qu'il y ait que ce soit plus poussif sur des solutions plus souveraines pour nous amener justement vers cette transition-là, pour nous accompagner vers cette transition-là. Le fait que moi, en tant qu'agent public, je n'ai jamais entendu parler de cet outil-là, c'est problématique. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait et j'ai bien l'intention de faire quelque chose d'ailleurs au sein de mon institution. Pour aller dans la même veine, mais à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau européen, je partage cette news. Donc nous, on enregistre le 3 novembre. Donc le 29 octobre, la Commission européenne a adopté une décision qui établit un consortium pour les infrastructures numériques européennes communes numériques, le DCEIDC. Et donc c'est un nouvel instrument qui va permettre aux États membres de déployer et d'exploiter conjointement des infrastructures numériques transfrontalières doté d'une gouvernance et d'une personnalité juridique spécifique, et ça a été lancé par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, et le siège du DCEDIC sera à Paris. Et donc c'est peut-être quelque chose à suivre de près. Pour avoir vu des publications, certaines personnes autour du dossier sont très enthousiastes, bien sûr à voir, mais peut-être qu'on en reparlera dans le podcast, qui sait. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que cette question de la souveraineté, je pense elle est critique aujourd'hui. Et on devrait avoir plus d'incitation. Et je trouvais ça dingue de découvrir ça en cours de route et que ce soit pas, en gros, dans mon ENT, en fait. Que ce soit pas par défaut mon espace de travail à l'université. Alors, c'est bien d'avoir le choix, effectivement, encore une fois, en tant que chercheur et en tant qu'enseignant-chercheur, en tout cas à l'université, on a beaucoup de liberté. Mais sur cette question des outils, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'État et puis les institutions, donc l'université, poussent vers des solutions qui sont plus souveraines. Ok, refermons ce chapitre. La partie suivante, on aimerait bien ton point de vue de chercheuse donc sur la partie open source, sur comment, un des sujets qu'on traite régulièrement ici sur le podcast, c'est comment on gère la concurrence, soit des individus à l'intérieur d'un projet, donc on en parlait un peu tout à l'heure, cette notion aussi de compétition. Donc déjà, les individus à l'intérieur d'un projet, quel est ton regard là-dessus, sur le sujet? Je ne sais pas si ma question est très claire. Bon, je vais essayer de la prendre. Attends, Raphaël, est-ce que tu veux la reformer, est-ce que tu veux la reformuler différemment? Parce que là, je crois que je me suis un peu perdu dans ma question. Quelles sont les dynamiques en fait de concurrence que tu peux retrouver entre personnes au sein d'un même projet avant de passer à la dynamique plus externe entre projets, mais déjà interpersonnelle? Il y a cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est intéressant. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Alors effectivement, l'aspect interpersonnel dans les communautés open source, bon, je pense que je vous l'apprends pas, vous êtes même peut-être plus au fait de ça si vous contribuez, vous, directement à des communautés. Mais l'aspect interpersonnel est central dans les communautés. Et puis les dynamiques que vont prendre les communautés. Alors, open source, oui, mais par ailleurs, hein, dans n'importe quel groupe, les dynamiques de groupe sont très importantes. Et effectivement, dans les communautés open source, c'est vrai qu'il y a le volet, en tout cas moi, côté chercheur, quand j'abordais l'open source, c'est la collaboration, c'est l'entraide, c'est le bien, on va dire. Voilà. Je ne contredis pas ça, mais je viens le nuancer en expliquant que, eh bien, il y a aussi des rivalités, qu'il y a aussi de la concurrence, et que c'est des choses, non pas qu'on se refuse à voir, mais comme c'est très diffusé, documenté par ailleurs, on s'y intéresse pas spécialement dans les communautés open source, alors que elles existent, elles sont là, et les concurrences, les rivalités interpersonnelles peuvent être aussi très fortes. Alors peut-être comment les gérer, et puis pourquoi elles émergent. Alors elles vont émerger parce qu'il y a toute une mécanique aussi de visibilité, des mécaniques de droit aussi dans les communautés qui font qu'on va, on va dire automatiquement, finalement, mettre certains individus, certains contributeurs en concurrence. En tout cas, ceux qui veulent vraiment s'investir et évoluer dans la communauté, ils vont, voilà, si on parle de la méritocratie, c'est quelque chose qui est très concurrentiel, la méritocratie. Donc on va essayer de donner le maximum et donc on est en concurrence avec les autres pour être celui qui mérite le plus. Donc il y a quand même des mécaniques qui sont induites par ces communautés open source et la façon dont elles vont fonctionner.
Et puis il y a aussi toute la partie, visibilité, en tant qu'individu, ensuite dans l'écosystème pour, peut-être, rejoindre certaines entreprises, se faire embaucher, débaucher et cetera. Donc il y a de la réputation qui est en jeu aussi dans ces communautés-là et donc qui induit une certaine dose en tout cas de rivalité qui peut être plus ou moins, on va dire, tempérée, gérée et une des façons de gérer, tout ça, c'est en fait d'être très clair sur les règles du jeu et puis d'avoir, ce qu'on appelle des codes de conduite ou des chartes sur ce qu'on a le droit de faire, ne pas faire, les processus exacts pour, voilà, faire une proposition, comment elle est étudiée, comment elle est acceptée, comment elle est validée, comment elle est intégrée dans le logiciel. Donc essayer d'être le plus au clair sur comment ça fonctionne et quelles sont les règles du jeu et quelles sont les règles de conduite. Donc tout ce qui est, charte, code de conduite, alors c'est pas forcément toujours lu, mais c'est toujours bien de l'avoir pour pouvoir s'y référer. C'est un espèce de garde-fou qui nous permet justement ensuite de pouvoir, s'il y a conflit, avoir un support déjà, écrit, explicité pour régler le conflit. Parce qu'on parlait des relations interpersonnelles, mais des fois, les personnes peuvent être mandatées ou représenter des acteurs. Donc il y a aussi des relations au sein même des roadmaps ou des orientations stratégiques des projets, des interactions entre acteurs privés, publics, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Je ne sais pas si ça, c'est des choses que tu observes aussi. Ah oui, complètement, c'est des choses dont je parle dans ma thèse notamment, justement sur, c'est une des raisons pour lesquelles on explique l'intérêt de certaines entreprises à payer des employés à temps plein pour contribuer à des projets qui sont, ouverts et totalement collaboratifs. C'est justement le fait de pouvoir influencer, donc avoir de l'influence et pour influencer, eh bien, il faut, finalement être meilleur que les autres et pour ça, il nous faut plus de développeurs ou des meilleurs développeurs ou, donc, qu'ils soient bien payés, qu'ils aient envie de contribuer à ce projet, qu'ils contribuent bien et donc ces dynamiques concurrentielles, on les voit vraiment et parfois, ce qu'elles font transparaître, c'est des dynamiques concurrentielles, non pas forcément entre les individus eux-mêmes, mais c'est entre les entreprises qu'ils représentent derrière. Ça, c'est encore un autre niveau, on va dire, de de concurrence qu'on peut observer, au sein de ces communautés. Mais déjà sur le niveau interpersonnel, ce qui peut être aussi intéressant, on a travaillé un petit peu là-dessus avec, un collègue, c'est le fait d'avoir des espaces pour ce qu'on appelle faire du voice. Il y a un chercheur, Hirschman, qui a travaillé, sur les mécaniques justement, quand les personnes ne sont les consommateurs sont insatisfaits. Et donc il explique que, on peut soit changer exit, donc partir, soit, voice, donc on a besoin de parler, de dire qu'on n'est pas content ou qu'il y a un problème et puis il y a la loyauté vis-à-vis du projet, quelle que soit la nature du projet ou quoi que fasse le projet, on lui sera toujours, fidèle et donc cet espace de voice, c'est justement d'avoir des espaces pour exprimer un mécontentement, exprimer une difficulté et ça va peut-être permettre aussi, il faut que ce soit modéré, mais ça peut permettre justement de baisser en tension de temps en temps, de voice justement, de pas garder, mais de voice quelque chose qui gêne et de baisser un petit peu, justement la rivalité. Juste, je fais une micro-aparté. Si ça vous intéresse de comprendre justement une expérience d'une personne qui travaille dans une société, qui est mandatée pour travailler sur un projet pour quelqu'un d'autre, vous pouvez écouter le premier épisode sur l'histoire de GLPI où j'explique mon propre cas personnel. J'étais moi-même mandaté par une société de services pour travailler pour le compte de l'assurance maladie à l'époque sur ce projet et où j'explique avec mes collègues de l'époque l'arrivée sur le projet, comment ça se passe, justement les conflits entre la roadmap du projet et la roadmap du projet interne, etc. Enfin voilà, je referme la parenthèse. Oui, c'est une parenthèse intéressante, qui me fait penser à des entretiens que j'ai pu faire et où, des développeurs me disaient, «Bon, il y a certains moments où je mets la casquette du projet et puis après je vais mettre la casquette de l'entreprise pour laquelle je travaille» et il faut que j'arrive à savoir à quel moment je mets quelle casquette. Parce que des fois, c'est effectivement en conflit et il faut pouvoir, savoir à quel moment on va plutôt, pousser pour l'entreprise ou pousser pour, plutôt la roadmap du projet. Effectivement, la notion de réputation, moi je l'ai vécu personnellement, quand tu es développeur d'un logiciel et que tu es spécialisé dans ton domaine, trouver du travail, c'est pas forcément et que tu veux rester travailler sur le même logiciel, trouver du travail, c'est pas forcément très compliqué. Il suffit juste de savoir, à quelle porte taper et ça peut se faire assez rapidement. OK et donc vis-à-vis de l'extérieur du projet, là aussi il y a pour le coup, beaucoup d'interactions et beaucoup de concurrence. Des concurrences entre projets libres, ça se tire pas mal la bourre.
Là, on a parlé un peu effectivement d'entreprises aussi qui peuvent être, par exemple, des intégrateurs qui vont se faire la concurrence aussi. Quelle est ta vision là-dessus? Alors je vois, 2 niveaux différents, on va dire, de concurrence et 2 façons de traiter la concurrence dans ta question. Il y a effectivement la concurrence entre projets ou entre éditeurs que je qualifierais de même nature, dans le sens où effectivement on sait qui est le concurrent. Donc c'est vrai que ça, dans la coopétition en général et dans les analyses concurrentielles, c'est très important de savoir qui est le concurrent. Et donc un concurrent, théoriquement, c'est quelqu'un qui a une dépendance vis-à-vis des mêmes ressources et d'un même marché. C'est ça un concurrent. C'est quelqu'un qui va utiliser les mêmes ressources que moi et qui a besoin du même marché que moi. Donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier un concurrent et pas simplement un complémentateur ou un potentiel partenaire ou peut-être un client ou un fournisseur. Donc bien savoir qu'il y a un concurrent. Et je pense que quand on est entre projets similaires ou entre éditeurs, bon bah on sait si on fait la même chose, si on a besoin des mêmes ressources, si on est sur les mêmes appels d'offres, quand on se voit dans les réponses, est-ce qu'on se croise aux mêmes endroits, on arrive à identifier plus facilement. Et cette concurrence, elle est intéressante parce qu'elle est un peu différente dans l'open source que ce qu'on peut voir, nous, classiquement en gestion. Et ce qu'on a pu montrer dans ma thèse, c'est que finalement, ce qu'on nous apprend de façon voilà, théorique et encore une fois classique, c'est que finalement, la concurrence se fait sur le marché. Donc, on est en concurrence sur le marché et on coopère sur les ressources. On va éventuellement se partager des ressources, gérer ensemble la logistique peut-être. On va pouvoir faire de la coopétition comme ça. Loin du marché, le marché en est uniquement concurrent et plus loin du marché, on va pouvoir faire des choses un petit peu ensemble, de la R&D par exemple. Là, ce qu'on voit finalement, c'est une espèce d'inversion quand même un petit peu, où lors de mes entretiens, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui m'ont dit: «Non mais il y en a assez pour tout le monde, hein, il y a assez à manger pour tout le monde». Donc finalement, la concurrence, elle est pas sur le marché, elle est sur les ressources. Dans le sens où, par contre, pour avoir un bon développeur, quelqu'un qui reste, qui tienne, qui connaisse bien, et cetera, c'est là que c'est plus compliqué. Donc en fait, là où on va avoir de la concurrence, finalement, dans les écosystèmes open source, c'est un peu à l'inverse dans ce qu'on peut voir dans d'autres industries. C'est-à-dire qu'on va se concurrencer, on va être en concurrence sur les ressources. Je vais essayer d'avoir le meilleur de telle ou telle solution technique, tel ou tel développeur. Et puis sur le marché, bon bah on va se mettre ensemble, on va faire une proposition ensemble, ou alors on va se mettre dans des collectifs, ou on va en tout cas défendre l'open source ensemble pour agrandir la part du gâteau. Et finalement, le concurrent, c'est plutôt le propriétaire quelque part, même si effectivement il y a de la concurrence entre éditeurs open source, mais finalement le gros concurrent, c'est quand même le propriétaire. Donc c'est lui qu'il faut combattre. Et donc viens, on se met ensemble côté marché. Par contre, côté ressources, là, non, c'est moi, je veux garder le développeur, ou alors, et justement, on va dire, ces jeux un peu entre, notamment pour alors à l'époque, les SS2I, les ESN aujourd'hui, d'essayer d'avoir les meilleurs. Voilà, on voit bien comment circulent finalement les ressources entre les différentes ESN et les différents éditeurs. Walid, tu veux intervenir avant que je continue? Ouais, c'était juste pour dire que quand tu es une ESN, pouvoir dire que tu as un des corps développeurs du logiciel en question, Mmh. c'est un gage de qualité sur le fait que la société va faire les choses dans les règles, que les patchs vont être intégrés, et cetera, et cetera. Enfin, moi, je l'ai vécu personnellement, et on a gagné pas mal de marchés à l'époque grâce au fait de dire on a des corps développeurs du logiciel X en interne, donc on sait faire correctement les choses. Voilà, et sur ce sujet-là aussi, je renvoie les gens vers l'épisode avec les gens d'Open Source Experts. Voilà, on parle aussi de ces problématiques-là, d'avoir les bonnes personnes qui sont capables de travailler et de reverser le code upstream dans les projets. Voilà, je referme ma parenthèse. Mais je voulais juste compléter peut-être. Ça se voit aussi chez les grands acteurs open source, hein. On peut en citer, Red Hat, etc., etc. Il y a aussi comme des acquisitions, presque. C'est-à-dire que, ah bah tiens, on a embauché le lead de tel projet open source. En fait, quelque part, il passe un peu sous le parapluie de cet acteur-là, qui trouvait un intérêt stratégique, et donc qui paye ce développeur ou ce leader, on va dire. Complètement, c'est un avantage concurrentiel. Voilà, c'est clairement ça. Dans l'écosystème open source, en tout cas, c'est un des axes, un des leviers de différenciation majeurs pour les éditeurs et pour les ESN. Et en fait, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vois deux choses différentes. La concurrence entre la coopétition, restant sur la coopétition, entre éditeurs ou groupes de projets concurrents. Et je vois un autre niveau, c'est la coopétition qui peut s'installer entre un éditeur et ses intégrateurs. Et là, c'est une mécanique un peu différente.
C'est une mécanique un peu différente. Il faut être un peu plus subtil, on va dire, parce que finalement, c'est pas un concurrent identifié tel quel. L'intégrateur et l'éditeur, les deux sont normalement complémentateurs. Ils sont censés, c'est des partenaires. Néanmoins, on peut observer que parfois, on peut se marcher un peu sur les pieds et que l'éditeur peut proposer de la formation au même titre que un de ses intégrateurs. Et donc, comment gérer justement ces relations, comment ne pas se marcher sur les pieds, comment bien définir les axes de valeur de chacun, c'est vraiment primordial pour bien gérer la coopétition à ce niveau-là. Ce qui est différent Ça, c'est clair. dans la concurrence entre éditeurs où, bon, bah, clairement, on est concurrent et on sait qui fait quoi. Mais quand on est dans le même écosystème, qu'on est éditeur et intégrateur d'une même solution, eh bien là, il faut voilà, mieux définir, on va dire, les rôles, mieux définir les axes de valeur sur lesquels chacun va pouvoir se positionner. Et c'est là que le business model, le modèle économique, est très, très important à définir dès le départ. À définir dès le départ et à négocier au fur et à mesure, parce qu'un projet évolue, les modèles économiques évoluent, et un éditeur peut vouloir faire évoluer son modèle économique, mais il faut que ça reste toujours négocié avec sa communauté d'intégrateurs et que les intérêts restent toujours alignés, dans le sens où chacun sait sur quels axes de valeur il va pouvoir se positionner. C'est plus facile quand ton marché il est gros parce que sinon, l'éditeur, vu que c'est en général le point d'accès principal et que potentiellement il redispatche ensuite sur les intégrateurs, l'éditeur il a la tentation de se garder les projets qui l'intéressent pour lui. Et en fait, il fait du ressentiment. En fait, l'intégrateur il se garde les projets qui l'intéressent. Il va dire ah bon bah, ce projet-là, moi je l'ai vécu. Première fois que j'ai contacté le logiciel en question, l'éditeur, il a dit bon bah c'est trop compliqué pour moi, va voir l'intégrateur X, il sait faire. Et la deuxième fois, il a dit ah bah ce projet il m'intéresse, je le prends pour moi. Et donc le rôle de l'intégrateur derrière, il est pas évident quoi. Pourquoi je serais intégrateur quand les meilleurs projets c'est l'éditeur qui se les garde? Effectivement, ça fait beaucoup de friction. Oui, et c'est une relation plus complexe qu'une simple relation concurrentielle, et ça fait une coopétition plus complexe. Voilà, Ouais. une coopétition plus complexe parce qu'on est censé travailler ensemble, on est partenaires, donc il faut qu'on collabore, qu'on améliore le produit. Il faut qu'on gagne aussi, qu'on augmente notre part de gâteau, donc il faut qu'on travaille ensemble pour ça. Mais en même temps, ensuite, qui prend quelle part? Là est toute la question. Donc il peut y avoir des répartitions par taille de projet, ça peut être des répartitions géographiques, ça peut être des répartitions par type de service. Donc voilà, mais il faut arriver effectivement, pour garder en tout cas un écosystème sain, une coopétition saine entre l'éditeur et ses intégrateurs. Il faut effectivement avoir des règles du jeu très claires. Dernier cas, alors je sais pas s'il est marginal ou pas, qui est assez intéressant, c'est la compétition entre l'intégrateur et sa communauté. Je pense dans les modèles open core, quand tu as ta communauté qui vient avec une fonctionnalité, elle te soumet une pull request parce quelqu'un a fait la fonctionnalité, et qu'en fait l'intégrateur ça l'intéresse, l'éditeur ça l'intéresse pas du tout parce que c'est une fonctionnalité que lui veut mettre dans sa version payante. Et donc il va refuser la soumission en expliquant que désolé mais en fait ça c'est une fonctionnalité pour nous dans la version payante, donc en fait on va pas la mettre dans la version open source. Oui. Oui, tout à fait. Il y a cette compétition-là. Effectivement, finalement, la compétition, on la voit un peu partout, hein, mais on la voit aussi quotidiennement autour de nous. Donc, c'est un concept très intéressant, effectivement. Donc, pour ce type de compétition, ça me fait penser au cas de Odoo. Odoo Ouais. et ah, j'ai touché quelque chose. Non, mais on a effectivement, c'est un cas qu'on a déjà abordé ici. Oui. Pour les gens qui s'intéressent, il y a un épisode sur l'OCA, l'Odoo Community Association. Je suppose que c'est peut-être de ça dont tu voulais parler. Je te laisse, vas-y. Tout à fait, justement. Et donc, on est dans ce cas où on a un éditeur avec sa roadmap, avec ses objectifs stratégiques propres. Alors, il ne sabote pas le travail de la communauté, il la laisse vivre, mais effectivement, les périmètres sur lesquels il souhaite faire de l'argent, eh bien, il les développe indépendamment de ce que va développer la communauté. Et ce que va développer la communauté, c'est effectivement l'OCA, l'Odoo Community Association, qui va le porter, le promouvoir, l'organiser, etc. Donc ça, c'est une des façons peut-être de régler cette coopétition et cette tension qu'il peut y avoir entre les objectifs économiques, stratégiques d'un éditeur open core et sa communauté, surtout quand il y a autant de succès autour d'un projet et autant de contributeurs. C'est vrai que Odoo, c'est assez exemplaire en la matière, oui. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Justement, tu as introduit un mot qui nous fait penser à la partie suivante. Tu as parlé d'évolution. On voulait parler d'évolution de l'écosystème. Et je vais commencer par
toute petite remarque par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant des réputations, etc. On parlait du fait des droits sur un projet, les droits d'un projet, et c'est quelque chose, je trouve intéressant parce que ça a évolué avec le temps. Je pense pour les gens qui sont assez vieux pour avoir connu les systèmes de gestion de sources type Subversion et autres, où en fait on devait te donner un droit de commit, on devait te dire toi tu as le droit tu peux committer sur le repository, sur le dépôt. Et quand Git est apparu, en fait, il y a eu beaucoup moins ça, puisqu'en fait, finalement, n'importe qui pouvait forker le dépôt, faire sa propre pull request, la soumettre, etc. Ça a vachement facilité les choses, et ça a enlevé une partie de ce... il y a les bons... Enfin, il y a ceux qui sont méritants, ils ont le droit de commit, et puis il y a ceux qui sont pas méritants, ils les ont pas. Enfin, voilà, bref. Ça me fait penser à ça tout à l'heure quand tu parlais des droits. Mais voilà, l'évolution de l'écosystème... On voulait te poser avec Raphaël la question, maintenant ça fait un certain temps que tu travailles sur ces sujets-là, quelles sont les grandes évolutions que tu as vues autour justement de ces modèles d'affaires dans l'open source? Sur les modèles d'affaires dans l'open source, effectivement, il me semble qu'il y a une évolution vers une certaine standardisation, si je peux me permettre ce mot. Au départ, il y avait plein de tests, plein de modèles un peu différents et presque autant de modèles que de projets, autant de modèles d'affaires que de projets. Et puis finalement, alors, chemin faisant, et puis les discussions avançant, et puis les exemples étant partagés, les bonnes pratiques étant partagées, les modèles se sont un petit peu réduits. J'ai moi-même cartographié plutôt 4 idéotypes dans un des articles. Vous pouvez retrouver en ligne, il est normalement en accès libre. Néanmoins, depuis la fin de ma thèse et cette cartographie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance vers la standardisation des modèles, vers plutôt ce qui se fait dans le propriétaire. On a un peu une tendance sur la fermeture, avec une prédominance des questions purement économiques, des considérations purement économiques, au détriment finalement des bénéfices techniques du développement open source. Voilà, j'ai vraiment et du produit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit glissement et que des fois j'ai le sentiment qu'on a peut-être raté quelque chose avec l'open source, à essayer de trop le normaliser, à trop le standardiser, à trop l'institutionnaliser au sens d'en faire quelque chose de normal et de classique. Eh bien, on s'est plié aux règles du jeu classique, justement, de la valorisation économique, du besoin des investisseurs, au détriment de ce que pouvait initialement être l'open source, c'est-à-dire au-delà même de la considération philosophique ou politique de Stallman, mais vraiment une qualité de développement, des produits plus performants, plus sûrs. Et donc ça, il me semble qu'on l'a un peu perdu. À mesure où aujourd'hui, finalement, l'open source, un produit open source, ce n'est plus un avantage concurrentiel, ce n'est plus différenciateur. Et il y a plein d'entreprises open source, finalement, qui ne disent tout simplement pas à leurs clients que c'est de l'open source parce que ça ne les intéresse finalement plus. Voilà, ça c'est un petit peu ma perception de l'évolution sur, on va dire, les modèles économiques et ce que peut être l'open source aujourd'hui sur le marché. C'est hyper intéressant de voir ces évolutions-là et de voir que finalement, comme c'est devenu très, très business, on joue avec les règles de ce point de vue-là. Le business a repris un peu la main sur les habitudes qu'il y avait avant et qui ont été à l'origine de ces mouvements et donc de ces communautés et de ces éléments techniques. Mais il y a un truc quand même que je tiens à mentionner, et un débat sur lequel j'ai pas d'avis tranché, mais que je trouve hyper intéressant, c'est quand les États se mettent eux-mêmes à développer l'open source. Et je prends le cas de la France, qui maintenant il y a des projets européens autour de Open Desktop et tout ça, mais quand l'État français, il se met lui-même à développer des outils, je pense par exemple à Docs, qui est un futur concurrent peut-être à Notion ou un truc comme ça, et en fait lui-même à la base pour ses propres agents, il développe quelque chose, mais bon, c'est de l'open source, il n'y a pas de volonté forcément d'en faire de l'argent, puisque le but c'est d'équiper les agents de l'État de ça. C'est de l'open source, donc forcément, et en plus de ça, c'est partagé avec d'autres États européens. Donc forcément, il va se monter des intégrateurs, des gens qui vont faire du business dessus, etc. Et donc, on se retrouve avec un produit 100% open source, pas open core, qui va faire la concurrence à des outils open core qui font la même chose, dont certains peuvent être européens. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as suivi un peu tous ces débats autour de ça? Moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Sur LinkedIn, ça s'est beaucoup enflammé entre les pros et les anti, mais j'ai pas d'avis tranché sur la question. La question, elle est pour Raphaël ou pour moi? Ah, pour toi, pardon, excuse-moi, Amel, oui, c'est pour d'accord. toi. Je sais pas si tu as suivi un peu ça. Ce projet en particulier dont tu parles, non. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, pour le coup, c'est de l'argent public. Et si c'est pour concurrencer Notion ou même Rezana qui concurrence Teams, il faut derrière, c'est le contribuable qui paye.
Et c'est des choix, je pense, stratégiques qu'on fait. Et donc là, on n'est pas dans des logiques économiques de rentabilisation. On n'a pas forcément besoin de calculer un ROI à la fin, hein. Ce qu'on veut, c'est rendre un service public. Et donc, on n'est pas forcément sur les mêmes mécaniques, effectivement. Le revers de la médaille, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes budgets en face. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se fait distancier. C'est parce qu'on met pas vraiment l'énergie et les ressources nécessaires financières, hein, pour vraiment avoir une force de frappe importante pour concurrencer ces gros acteurs américains, etc. C'est parce que c'est du service public, c'est frugal, on va dire. C'est souvent frugal. Et donc on y va, on le fait petit à petit. Et finalement, les utilisateurs, ils vont quand même continuer à utiliser Teams ou Notion parce que c'est simplement plus facile. Et peut-être c'est l'UX. Souvent, c'est quelque chose qui pêche un peu sur les solutions qui sont proposées, pas forcément par l'État, mais en tout cas sur des projets qui sont hors logique économique, en tout cas. L'UX, c'est le dernier truc, quelque part, sur lequel on va peut-être travailler. On va travailler les fonctionnalités. Mais le problème, c'est que derrière, les utilisateurs vont pas forcément accrocher. Donc, je trouve que c'est des bonnes initiatives. Pour un avis personnel, je pense que c'est important. Si on revient notamment à cette question de la souveraineté, c'est important. Il faut qu'on arrive à avoir des solutions propres à nous, des solutions européennes. Mais par contre, il faut mettre l'argent en face. Il ne faut pas juste avoir des beaux discours. Et puis après, ça fait un peu flop parce que c'est pas suivi, parce qu'il n'y a pas forcément de l'énergie complètement nécessaire qui est mise dedans. Et donc, ça fait un peu des faux espoirs à chaque fois. Et même les utilisateurs, voilà, ceux qui sont de bonne volonté vont essayer d'y aller. Et puis finalement, ils déchantent et ils retournent à des solutions. J'espère ne pas avoir ce cas avec Rezana et de pouvoir aller jusqu'au bout et bien l'implémenter dans mon département et voilà, d'embarquer tout le monde sur cette solution et qu'on me dise pas non, Teams, c'est plus facile, c'est plus joli. Voilà, c'est un peu les risques finalement. Tout à fait. On avait noté comme question quel est l'impact de l'arrivée du cloud sur l'évolution des modèles d'affaires. Ton regard là-dessus? Par rapport à la conclusion que j'ai donnée tout à l'heure sur l'évolution un peu générale, je pense que ça a beaucoup participé à gommer quelque part cette valeur technique, on va dire, de l'open source, puisque finalement tout est dans le cloud, on souscrit un service, on n'a plus la machinerie derrière. Alors je parle pas des développeurs, hein, évidemment, mais je parle des utilisateurs, des usagers. Et donc finalement, la valeur de l'open source en elle-même, dans les entreprises, on la voit plus quand on a juste à se connecter à un espace. Les mises à jour se font automatiquement, le truc il change tout seul, et donc on voit plus le code. Voilà, il y a une invisibilisation du code, il y a une invisibilisation du travail, de la complexité, qui fait que finalement l'argument technique, l'argument bénéfice technique de l'open source a eu tendance à disparaître, à s'effacer un petit peu. Et on est plus sur des logiques purement économiques finalement, de concurrence par rapport au prix, au nombre de fonctionnalités, et pas forcément à la qualité de la solution technique. Raphaël, question suivante, c'est pour toi. Ouais, j'ai la même. Là, on parlait du cloud. Maintenant, on est dans la frénésie, on va dire, de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu penses que l'IA va avoir un impact, ou a déjà un impact d'ailleurs, sur cet écosystème, sur les modèles d'affaires et sur les interactions? Alors sans aucun doute, hein, sans aucun doute, l'IA va avoir un impact. Elle va peut-être, je le pense, accélérer déjà cette commodification, le fait de se dire que le code, c'est une commodité, et toutes les aides qui se mettent en place justement pour les développeurs pour générer du code, hein, de façon plus automatisée grâce à ces intelligences-là, va sans doute pousser vers cette commodification du code. Et donc, les enjeux autour de la qualité de ce code-là vont changer. Ça va peut-être être aussi des questions de responsabilité, puisque il va falloir savoir qui a codé et qui est responsable de ce code. Donc il y a peut-être des questions juridiques qui vont émerger avec l'IA et la façon dont elle est intégrée dans le développement, dans le quotidien finalement des développeurs et dans la production même du logiciel. Il va sans doute aussi falloir trouver d'autres leviers de différenciation. Tout à l'heure, je vous disais qu'un des leviers de différenciation dans l'open source, c'est le développeur, c'est la ressource humaine, c'est la compétence. Si aujourd'hui cette compétence est transférée massivement finalement vers des intelligences artificielles, bon bah est-ce qu'on va se différencier en se disant moi j'ai la meilleure? Bon, c'est peut-être, il y aura peut-être d'autres leviers de différenciation qu'il faudra envisager et développer. Il y a évidemment les enjeux liés aux données, les jeux de données, et peut-être que la question de l'ouverture
va être plus crucial sur les données plus que sur le code aujourd'hui, sur les jeux de données plutôt que sur le code. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît être assez important. Et puis finalement, un dernier point peut-être qui me semble important par rapport à ces questions d'IA, notamment dans l'open source, c'est peut-être un glissement plus vers non plus sur des questions d'ouverture, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, mais plus qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ces questions d'éthique vont peut-être être plus prenantes dans notre écosystème, enfin dans l'écosystème open source aujourd'hui, au-delà même du fait de savoir si le code est ouvert ou pas, mais c'est peut-être à quoi sert ce code, par qui il est développé, à quelle fin finalement, pour quels usages. Et à l'heure où on a quand même des développeurs, mais aussi des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à des questions d'écologie, des questions sociales aussi, peut-être que ces questions éthiques vont être importantes pour les éditeurs et pour les entreprises qui évoluent dans ce secteur. Les licences éthiques, il y a déjà des choses effectivement sur ce sujet. Ce que je retiens, c'est avec quoi je raisonne, c'est le glissement du focus du code vers la donnée. Sur l'intelligence artificielle, c'est l'or noir en fait. Les modèles, ils cherchent de plus en plus de données, ils se disent, tiens, on va produire nous-mêmes de la donnée synthétique parce qu'on en manque maintenant. On veut quelque chose qui est encore plus puissant. Et donc l'enjeu que tu évoques d'éthique, de responsabilité, de l'usage que je fais de l'IA et de ce qu'elle me permet de faire, en fait, ça s'agglomère pour moi, en tout cas plus sur cette notion de dataset. Effectivement, peut-être un déplacement sur comment on gère les données et les licences et les communautés. Peut-être, j'espère qu'on verra des écosystèmes se développer, il y en a déjà sur des datasets ouvertes, on va dire, où on a cette transparence qui est nécessaire finalement à la garantie de la maîtrise et donc l'éthique d'utilisation, puisqu'on sait ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui a servi à entraîner un modèle? Qu'est-ce qui est engrammé, entre guillemets, dans le modèle, en final? Les enjeux éthiques, c'est anecdotique, mais demander à ChatGPT de nous générer une carte du monde et voir est-ce qu'il va plutôt qualifier le golfe du Mexique ou, vous voyez, Donc, on a vraiment des enjeux politiques, éthiques avec ces données et sur quoi ces intelligences sont entraînées. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Raphaël, sur ce point-là. Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on sache quelle est la source finalement, quelle est la source et à partir de quoi sont fabriquées les réponses qui nous sont proposées ensuite. Ouais, moi, je me posais même des questions à mes heures perdues, de dire quelle serait la valeur et l'intérêt de faire ça, d'avoir des espèces de licences copyleft sur les données. C'est-à-dire, si tu entraînes un modèle avec ces données-là, qui ont été fournies par des communautés, par des États, etc., avec un but précis, dans ce cas-là, tu as des obligations qui s'appliquent à ce que tu vas faire avec l'intelligence artificielle qui a été entraînée avec. Un peu comme l'open data avec l'ODBL. Ouais, voilà, ce genre de choses-là. Bon, on leur tourne. Malheureusement, on arrive à la conclusion de cet épisode. On aura certainement encore plein de trucs à dire, surtout si on commence à parler d'IA. En conclusion, on voulait te poser la question, mais on a déjà pas mal abordé, donc je sais pas si tu auras des choses supplémentaires à rajouter. On voulait te poser la question, est-ce que tu vois émerger des tendances dans les années à venir dans l'open source? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qu'on n'aurait pas dit et que tu voudrais mentionner? Je pense qu'on a fait effectivement un grand tour. Moi, je vois quand même ce phénomène de standardisation sur des pratiques plutôt propriétaires et sur des logiques économiques plutôt voilà anglo-saxonnes et c'est quelque chose qui voilà qui domine quand même le marché et ce qu'on voit émerger. En tout cas, la façon dont on conçoit un business open source aujourd'hui, c'est très calé sur ce qui se fait par ailleurs dans ces écosystèmes-là. Après, évidemment, l'IA a un enjeu énorme parce que ça va sans doute beaucoup changer les choses et surtout à une vitesse où on aura peut-être du mal à analyser, puis ensuite tirer les leçons de ce qui vient de se passer pour essayer de faire mieux. Puisque ça ira peut-être vraiment très très vite et on n'aura pas le temps de la réflexion finalement pour réajuster correctement. Donc je pense que la vitesse, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Alors nous, les chercheurs, on essaye d'être toujours au fait et de suivre le plus précisément possible l'évolution des choses. Mais c'est vrai que des fois, ça va tellement vite qu'on a du mal encore à décrire, à expliquer que c'est déjà passé à une phase suivante et on n'a pas eu le temps de digérer ce qui vient d'être fait. Donc avec l'IA, ça va très vite et bon, on verra comment ça évolue, mais c'est clairement un enjeu. On va te laisser un mot de la fin, si tu veux faire passer un message avant de se quitter aux auditrices et aux auditeurs du podcast Projet Libre. Alors peut-être un mot autour de la recherche. On va revenir aux thématiques
du début du podcast pour, peut-être, dire que finalement les chercheurs, et les praticiens devraient travailler davantage ensemble, collaborer davantage ensemble et c'est vrai que là, ce que vous faites, c'est déjà un bon premier pas, en tout cas, dans cet écosystème de l'open source. Ça se fait par ailleurs, mais il faut que ce soit plus encouragé et qu'on ait plus le réflexe de faire appel à des chercheurs. Alors même sur la partie informatique, hein, on a des personnes exceptionnelles, des chercheurs extraordinaires dans les laboratoires des universités françaises et même en gestion. Et on va plutôt, on l'a vu hein, avec les cabinets privés de conseil auxquels fait appel l'État, alors qu'il y a il y a justement des ressources, des chercheurs qui sont là et qui sont déjà payés d'ailleurs par l'État, qui peuvent aider à faire réfléchir tout simplement, à poser des questions, pas forcément à amener des réponses, mais en tout cas à poser des questions et voilà, ne pas hésiter à venir nous chercher si jamais il y a des thématiques qui peuvent vous intéresser. Si les auditrices et les auditeurs du podcast ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Si oui, de quelle manière? Oui, oui, complètement. Bon, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, ils peuvent m'écrire sur LinkedIn et après, je sais pas si tu peux mettre, à dispo mon mail, Je mettrai dans la transcription, toutes les informations, nécessaires dans ce cas-là. Eh ben, merci beaucoup Amel, d'avoir pris du temps pour, venir parler de ton travail, tes recherches, nous on est ravis, je pense, Raphaël, tu dois être comme moi. Voilà, c'était super intéressant. Il y avait des choses, vraiment bien, certainement des choses qu'on creusera dans des épisodes futurs. Écoute, ravi de t'avoir eu, merci beaucoup. Au plaisir de te croiser en physique, dans des différents événements. Et pour les auditrices et les auditeurs, eh ben, écoutez, comme d'habitude, on vous propose de faire tourner l'épisode si ça vous a plu, d'en parler autour de vous. Vous avez le lien vers tous nos réseaux sociaux dans les descriptions du podcast sur votre application de podcast préférée ou alors sur le site dans le bas de page. Vous trouverez toutes les informations. J'en profite aussi pour dire que sur les conférences autour de l'open source et IA, vous pouvez trouver sur notre serveur Peertube, pareil, vous trouverez les informations dans nos différents réseaux, les conférences de Raphaël sur le sujet, où il y a des choses assez intéressantes, puisque c'est son sujet de prédilection. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt pour des nouveaux épisodes. On va certainement continuer sur cette série-là en 2026. Voilà, portez-vous bien tous, et puis suivez le podcast, il y a encore des choses assez intéressantes qui vont arriver. Amel, Raphaël, merci beaucoup, à bientôt. Merci Amel d'être Merci, un venu. grand merci à vous 2 pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.